rush, l'étalonnage, aussi pas seulement sur le lieu de tournage, mais aussi c'est des solutions de finishing, qui nous expliquera ça, tout ça tout à l'heure, et qui est un éditeur français, ce qui est quand même notable, et qui est déjà l'occasion ces outils ont l'occasion d'être utilisés largement sur plusieurs tournages de films et de fiction. Donc, et puis Cédric Lejeune, à qui je vais donner la parole en premier d'ailleurs, de Workflowers, la société Workflowers, qui est donc pour son cas consultant sur le contrôle qualité, la calibration sur toute la chaîne de production et de post-production, et notamment qui est très sollicité par les studios cinéma depuis de nombreuses années. Donc c'est justement par son biais qu'on va commencer, parce qu'il va nous faire, de par sa position, il a une vue 180, on va dire, c'est le mot un peu à la mode, sur l'ensemble de cette problématique. Donc je vais lui laisser une dizaine de minutes, voilà, avec la possibilité d'afficher sur l'écran, si ça marche. Alors là, par contre, est-ce que je peux avoir un petit coup de main, parce que apparemment, est-ce que je peux avoir un petit coup de main technique pour afficher? Ah voilà. C'est bon. Okay. Voilà, donc, et puis il y a donc une quatrième personne qui est Jean-Yves Martin de Sony, qui devrait nous rejoindre pour parler aussi de l'offre de gestion des rushs que Sony a lancé il y a déjà quelques temps sur le terrain. Voilà, Cédric. Merci. Merci Marc. Donc oui, je commence par une citation de Spider-Man. Grand pouvoir parce que la couleur elle a pris de plus en plus d'influence, on va dire, dans le storytelling. Or, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est de s'assurer que cette couleur, on est capable de la maintenir sur le long de la chaîne. Alors il y avait une vieille tradition avec le labo, le bon vieux laboratoire photochimique, c'était que le chef opérateur décidait avant le film, avec l'étalonneur, de comment le look allait être défini sur un film. Et une fois que ce look était défini sur des essais caméra, alors c'était à la charge de l'étalonneur de devenir le garant de la qualité de ce suivi, garantie de bonne fin de cette couleur. C'était essentiellement des assistants qui faisaient le travail. Alors qu'après est arrivée la chaîne DI où finalement l'étalonneur est arrivé à la fin. Et aujourd'hui, avec la possibilité qu'on a avec les caméras numériques, de faire de l'étalonnage sur le tournage, ce qui est une nouvelle possibilité, ce qui est intéressant. Malheureusement, ça ne marche pas aussi bien enfin, très souvent, ça ne marche pas aussi bien qu'on voudrait. Pourquoi ? Parce que c'est une super bonne idée de faire de l'étalonnage sur le tournage, parce qu'en particulier en pub, on a au même endroit le client, le chef-op, le réal, le coloriste, ou quelqu'un qui a la fonction de coloriste. Donc on peut dire qu'effectivement, avoir tous ces gens-là qui prennent la décision à ce moment-là, ça peut être quelque chose d'efficace. La difficulté, c'est si on n'a pas préparé ça correctement, en pratique, ce que l'on fait, c'est qu'on fait une promesse qu'on est incapable de tenir. Pourquoi ? Parce que on va pas préparer, souvent on a de plus en plus aussi des tournages où on ne sait pas qui va faire la suite, donc il n'y a pas de coordination technique avec les étapes suivantes, il n'y a pas forcément de discussions qui vont suffisamment loin dans les échanges sur les formats d'échange de données sur comment on va faire pour maintenir cette intention. Et donc à la fin on se retrouve avec un suivi partiel, on a des pansements sur des jambes de bois, on se retrouve avec des clés USB avec 200 luttes que personne ne peut lire, et donc voilà, la promesse ne peut pas être tenue. Souvent ce qui ne fonctionne pas, c'est en fait la vision globale sur l'ensemble de la chaîne. Il y a beaucoup de gens qui sont impliqués dans tous les différents process, mais finalement il y en a relativement peu qui ont la vision d'ensemble et qui ont une compréhension globale de toutes ces étapes. Or, toutes ces étapes ont une influence, toutes ces étapes ont des outils, toutes ces étapes doivent gérer des lots de données, de métadonnées, donc l'interprétation de ces données, ça va forcément créer des problèmes. Donc, ces problèmes, en plus, ils ont tendance à devenir de pire en pire, parce qu'en fait, on a une diversité au niveau des technos qui sont impliqués,
Aujourd'hui, là où il y a 5 ou 10 ans, on avait un type d'affichage, essentiellement de la capture en film. Là maintenant, on a beaucoup de caméras différentes. Aujourd'hui, sur le marché, il y en a vraiment beaucoup. De nouvelles qui sortent tous les mois, plus des codecs dans tous les sens. Donc ça, c'est une forme de complexité, parce que en plus, chaque projet aujourd'hui mélange différents signaux. Ça, c'est quelque chose qui est aussi difficile à gérer, parce que chaque fabricant vient avec son workflow, mais forcément qu'on doit intégrer deux workflows différents, c'est beaucoup moins amusant. On a aussi une grosse disparité au niveau des technos d'affichage. Les CRT, c'est fini aussi. Donc, pour ceux qui sont intéressés, la présentation, je la mettrai sur mon site internet. On a aujourd'hui beaucoup de technos d'affichage qui sont aussi d'autres sources de problèmes, et on a aussi beaucoup de logiciels impliqués dans la chaîne qui ont tous des processings différents, donc forcément passer des informations de l'un à l'autre, ça peut être l'interopérabilité entre ces différents systèmes, ça peut être un vrai challenge. Donc, il y a une proposition quand même pour s'assurer qu'on est capable de transférer ces données, d'avoir une certaine transparence aussi d'un prestataire à l'autre, qui est la proposition de l'Académie of Motion Pictures, le LACES, donc un système, on va dire, qui permet de normaliser tous les signaux caméra dans un seul, et qui gère aussi les deux composantes, parce qu'il y a la composante technique, s'assurer que l'image, on la voit pareil à tous les postes et chez tous les prestataires, mais aussi la composante artistique, c'est-à-dire s'assurer qu'on a l'intention artistique qui a été donnée sur le tournage, on est capable de la préserver depuis le tournage, au montage, et en post-production. Donc ça, ce sont des choses qui aujourd'hui se mettent en place, mais qui sont pas, enfin, on n'est pas encore on est dans les débuts de l'implémentation, et il y a encore beaucoup d'écueils pour que ça soit généralisé. Donc ça, c'est derrière si on veut obtenir quelque chose qui fonctionne, il faut avoir une réflexion, on va dire, un peu systématique et holistique de la chaîne de la couleur, et donc d'avoir des intervenants qui soient capables de faire la continuité, pour suivre les données, pour comprendre comment elles vont être interprétées à chaque endroit, pour être sûr tout simplement que les gens puissent avoir une restitution correcte à tous les éléments de la chaîne. Donc il y a la double gestion aussi. On mélange malheureusement trop souvent les aspects techniques et les aspects artistiques de la couleur en les donnant aux mêmes personnes. On ne demande pas à un peintre de savoir fabriquer la peinture, c'est deux métiers différents. Là, ce sont des choses pour lesquelles Workflowers, pour le coup, c'est quelque chose, toute la partie suivi technique et s'assurer de la continuité, c'est quelque chose qu'on fait sur la production. Et derrière, on s'assurer aussi qu'on est capable d'avoir des standards entre les différents systèmes et s'assurer de la validation du workflow un petit peu en amont. Plus on a des standards, plus ils sont implémentés, plus on a de chances que ça puisse se passer. Derrière, on a l'intégration dans les workflows. Alors aujourd'hui, on va dire les workflows classiques, montage, post-production, comme écrit avant, mais on a aussi ce qui arrive avec les plateformes cloud. Donc on a aujourd'hui Avid qui a une solution, Avid Everywhere, on a des solutions de validation en ligne, on a les systèmes Assimilate, Linecraft aussi, un système qui permet de valider ces éléments. On s'arrange pour avoir de plus en plus des chaînes qui aient un vrai color management, mais c'est un vrai challenge aujourd'hui de s'assurer que tous vont reproduire correctement les éléments. Ça aussi, c'est quelque chose qu'on va discuter. Voilà. Et la dernière, en fait, c'est ce que l'on fait justement au niveau de la formation, c'est-à-dire qu'on fait le suivi en projet, mais on a aussi un programme on a fait le premier il y a 15 jours en Afrique du Sud chez Panavision. Ça s'appelle Color Freedom Now, c'est un séminaire itinérant où on offre la possibilité à tous les gens qui interviennent sur la chaîne, depuis le chef-op jusqu'au coloriste, les VFX, le monteur, d'aller à tous d'appuyer sur le bouton rec de la caméra jusqu'à fabriquer un DCP en allant loader dans tous les logiciels les éléments et voir ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, ce qui est possible, et surtout que chacun ait une compréhension globale de la chaîne. Donc je vous invite à aller voir ça, colorfreedomnow.com. Le prochain sera à Londres en janvier. Voilà. Merci Cédric. Alors il y a plein de points intéressants dans ta présentation, je pense, sur lesquels on va revenir dans la discussion. Moi, ce qui m'intéressait, c'était de savoir en fait à quel type de production en fait pouvait faire appel
à tes services, à partir de quel degré de préparation en amont des tournages, parce que c'est quand même à ce moment-là qu'on arrive à calibrer l'ensemble du workflow, et malheureusement on n'a pas toujours l'occasion, les budgets et le temps nécessaire pour bien faire les choses à ce niveau-là, et donc comment du coup peux-tu intervenir sur des workflows à la fois cinéma et télé, puisque ici on est sur ces deux marchés. Alors, souvent ça fonctionne à l'envers, c'est-à-dire qu'on m'appelle à la fin quand c'est trop tard pour régler les problèmes qui étaient en amont, et quand les gens ont compris à quoi ça servait, sur le suivant on essaye de faire mieux. Ça arrive, et donc là dans ces cas-là on arrive à avoir une réflexion particulière sur les pipelines d'animation, des choses comme ça c'est plus simple. Il y a finalement relativement peu de projets où on a réussi à avoir parce que la grosse difficulté pour le coup, c'est qu'encore une fois on a des projets aujourd'hui où on ne sait pas au moment du tournage quels vont être les prestataires qui vont être choisis pour le reste de la chaîne. Donc les gens aujourd'hui sont malheureusement trop souvent dans une logique où on verra ça plus tard. Et malheureusement, si on verra ça plus tard, ça génère de la malfaçon, du surcoût, de la baisse de qualité. Et là, pour le coup, les économies qui pourraient être faites en préparant, de toute façon, aujourd'hui, elles n'apparaissent pas au tableau, ça apparaît juste comme des surcoûts qui sont à la fin parce qu'il y a des problèmes de gestion et parce qu'on doit récupérer les éléments qui ont été mal préparés au départ. Mais parce que cette réflexion-là, aujourd'hui, l'industrie n'est pas encore bien prête à l'intégrer. Moi, ma première démo d'étalonnage on-set avec la CDL, donc le standard de l'Académie, je l'ai faite en 2007 avec une Thomson Viper, un écran Cinétal, un Speed Red on-set, c'était à Mumbai, ça marchait parfaitement bien, c'était en 2007. Je l'ai vu en prod tourner, réellement fonctionner correctement 2 fois. C'est depuis, donc c'est vraiment quelque chose, quand je dis fonctionner, c'est-à-dire quelque chose où on est capable d'avoir du début à la fin une chaîne complètement cohérente, c'est excessivement rapide. Et sur cette phase de préparation, et d'ailleurs je vais poser aussi la question aux autres intervenants, mais juste tu as parlé aussi du fait qu'on choisisse peut-être une multiplicité de luttes différentes et que ça pouvait complexifier les choix artistiques et surtout les aspects techniques après en post-production. Donc pourquoi on arrive à ce genre d'extrémité entre guillemets et comment y remédier? Alors, le problème, c'est avant tout un problème de connaissance, c'est-à-dire que la lutte a été brandie comme une baguette magique, réponse à tous les problèmes, puisque, encore une fois, le manque de connaissance et de compréhension de l'ensemble de la chaîne faisait que, voilà, on ne trouve pas la solution au problème, on va regarder, on fait un petit peu de Google, et on va chercher la lutte Kodak ou la lutte Alexa, et puis on l'a dit, et voilà, j'ai trouvé la réponse magique à ma question, parce que j'ai pas compris le problème. Si on comprend vraiment bien les étapes, et c'est vraiment le but de ce séminaire, c'est de présenter à chacun toutes les étapes, chacun puisse accéder aux outils et on va dire au métier, puisse comprendre ce que fait l'autre. Là, après, on comprend pourquoi la lutte ne fonctionne pas et qu'il faut du coup avoir une autre réflexion. La lutte peut être un outil qui peut s'intégrer, mais ça marche de cette façon. Souvent, elle a aussi le problème de mettre ensemble la partie artistique et la partie technique. Donc, surtout, après, on ne peut plus les séparer. Donc, ça, ce sont des choses qui sont assez compliquées aussi dans les workflows. Quand c'est pas géré correctement, on se retrouve malheureusement avec des gens qui ont fabriqué en toute bonne foi des choses très très bien, mais qui sont juste pas utilisables dans le reste du paquet. Sur ce point, justement, Philippe, en tant qu'éditeur de logiciel, tu as une vue sur les utilisations qui sont faites de solutions logicielles. Est-ce que tu as constaté ce même phénomène et aussi par rapport à la question de la préparation, est-ce que c'est une notion vraiment importante de pouvoir préparer son workflow dans les meilleures conditions possibles? Alors, nous on est, pour répondre déjà à la deuxième question sur la préparation, nous on est dans une problématique très différente, c'est-à-dire qu'on est fournisseur de logiciels, on a comme principal client aujourd'hui Panavision, donc en fait c'est à la charge de notre client de préparer les workflows. Donc on a cet énorme avantage de ne pas être impliqué là-dedans.
Bon, après, évidemment, on va faire du conseil, et évidemment, il y a des problématiques qui se posent. Après, sur le nombre de luttes et de réglages, c'est extrêmement variable d'un film sur l'autre. Et en fait, toute la problématique, excusez-moi, c'est d'arriver... Là, on ne parle pas de lutte de calibration uniquement, on parle aussi quand on parle de dizaines, centaines de luttes, c'est aussi des luttes... moi, je préfère parler de look, donc c'est vraiment de l'étalonnage, de la créativité au niveau de la colorimétrie, et ça nécessite évidemment une organisation solide. Nous, dans nos softs, on prend en charge cette partie-là, c'est-à-dire qu'on va mettre en place un workflow où chaque look pour chaque plan va être sauvegardé sous le bon nom, au bon endroit, etc. Et on va pouvoir le retrouver, et chaque look est sauvegardé au format Firefly, au format LUT 3D, au format CDL si c'est possible, etc. Et à tous les formats LUT 3D pour qu'on soit compatible avec le reste du monde. Mais donc, quand c'est bien organisé, il ne me semble pas que ce soit vraiment une problématique d'avoir énormément de looks sur un film. Après, est-ce que ça a un vrai sens? Est-ce que c'est vraiment si important que ça d'avoir chaque plan différent? Ça va vraiment dépendre du projet. Nous, on a des projets où il y a une lutte standard Alexa vers Rec 709, on va dire, et qui va faire le job suffisamment pour ce que demande la prod, et puis on a des films où chaque plan est réétalonné, où il y a des séances d'étalonnage chaque matin, 1 heure avant le prêt à tourner, où tout le monde, enfin pas tout le monde, mais le chef-op vient avec son assistant, son DIT, tweaker tous les plans. Donc il y a toutes les problèmes, enfin tout est possible. Enfin, ça, je pense que... Alors justement, tu passes le micro à Léonard. On va rester sur cette idée un peu chronologique de se dire en préparation de tournage comment on arrive à gérer en amont le laboratoire numérique. Alors il y a des aspects effectivement sécurisation, enfin tous les aspects matériels à mettre en œuvre pour déjà sécuriser les rushs, mais donc pour tout ce qui est visualisation, calibration et aussi donc le pré-étalonnage si on peut dire. Comment ça se passe suivant les exemples que vous avez pu déjà gérer de long métrage, de fiction? Ça va dépendre de pas mal de choses. Déjà de ce que veut faire le chef opérateur avec son image, de ce que veut montrer le chef opérateur au réalisateur. Donc effectivement, soit il va se contenter d'un espace 709, c'est-à-dire une chroma et un contraste neutre, et sachant qu'après il travaillera dessus à l'étalonnage, soit il va vouloir montrer vraiment l'intention, et c'est important pour lui et c'est important pour le réalisateur au moment du travail d'une scène, d'avoir ce look sous les yeux, et si c'est un look bien particulier. Et à ce moment-là, il va falloir faire plein de luttes. Et là, effectivement, ça va compliquer un peu les affaires, parce qu'on fait des luttes, et en gros, on fait une lutte par séquence. Sauf que lorsqu'on tourne une séquence, on la découpe en plusieurs plans, et que chacun de ces plans a une teneur différente en contraste et en teinte, en fonction des éclairages et des filtres qu'on va utiliser dans chaque axe. Donc du coup ça commence à être un peu fouillis parce qu'il va falloir faire en gros une lutte par plan. Alors soit on fait une lutte par plan et on développe ça, soit on fait une lutte pour la séquence, et à ce moment-là le data manager ou la personne qui va s'occuper de développer les rushs, alors ce que j'appelle développer, c'est-à-dire partir des fichiers natifs qui sont des fichiers RAW qui pèsent très lourd et qu'on ne peut pas traiter en montage, partir de ces fichiers-là et exporter des QuickTime ou des DNX pour le montage, qui sont des fichiers plus légers. Donc la personne qui va traiter ces rushs, à ce moment-là, va partir de la lutte de base qu'on a établie sur un plan et ajuster sur la séquence, grosso modo. Il ne s'agit pas d'un étalonnage final, mais juste que ce soit regardable et que ça ait le même look. Voilà. Et tout ça, ça va pouvoir se faire, on va dire, le jour du tournage, ou c'est plutôt... c'est un petit peu en décalé, c'est-à-dire que s'il y a un data manager sur le plateau, ou pas loin du plateau, il va travailler à J+1, c'est-à-dire que les rushs de hier seront prêtes aujourd'hui, à peu près. Et les outils que vous utilisez, d'ailleurs, vous pouvez nous dire lesquels vous utilisez, donc si je comprends bien, c'est peut-être un peu à double tranchant, c'est-à-dire que ça permet d'aller plus loin dans le développement, on va dire, de lutte et donc de pré-étalonnage sur le tournage. C'est l'intérêt effectivement de ces logiciels, mais en même temps, cette possibilité démultiplie la complexité après la gestion. Donc l'intérêt d'avoir aussi un suivi des métadonnées très, très rigoureux. Bah oui. Ouais. Et puis il faut savoir ce qu'on veut faire et sur quoi on se concentre. Donc, je pense que, moi je suis DIT, c'est Digital Imaging Technician, c'est my job. On a gardé l'anglicisme parce qu'il n'y a pas d'équivalent français.
Notre job, c'est de s'assurer que les rushs partent bien du tournage et arrivent à la post-production et tout se passe bien, et que l'image soit bien affichée, et de répondre aussi à tout un tas de demandes spéciales venant soit des SFX, soit du chef-op, en fonction de ce qui va se trouver devant la caméra. Et ça englobe beaucoup de choses. Ça peut être, ça dépend si c'est sur une publicité ou sur un long métrage, mais ça peut être s'occuper qu'un écran fasse pas de flicker au milieu d'une scène, que d'ajouter, de faire un petit masque au milieu d'un plan pour voir ce que ça va donner, de faire une incruste en fond vert ou des choses comme ça. Donc il y a toute une partie de prévisualisation qui représente le gros de notre travail. Prévisualisation et gestion des rushs. Et aujourd'hui, les outils qui existent pour cette prévisualisation sont suffisants Ça commence à être pas mal, ouais. Ça commence à être pas mal. Il y a Resolve Live qui va se développer un peu mieux apparemment. D'ici peu sera, je pense. Enfin moi j'aime beaucoup, mais il y a plein d'outils, il y a plein de software qu'on peut utiliser. Et chacun va trouver son bonheur. C'est vaste. Hein. Il y en a beaucoup. Ça évolue vite. Et il y a plein de monde sur le marché, donc à chaque film il faut choisir en fonction de ce qu'on a besoin de faire et ce qu'on aime utiliser, on va choisir la bonne configuration pour répondre aux besoins du film. Et c'est là où ça va un peu vite en général. C'est-à-dire en long métrage encore en général on a une semaine d'essai, comme les assistants caméra. En pub c'est une journée, donc ça va très vite. Donc à ce moment-là il faut avoir un peu des configs préfabriqués, d'où l'intérêt pour Before Post, qui est une boîte qui fabrique des configs clés en main pour ce genre de boulot. Et ça, c'est pas mal. Très bien. Il y a un aspect qui a été évoqué tout à l'heure, c'est celui des métadonnées, qui est un aspect plus technique, mais comment aujourd'hui c'est traité très concrètement sur le terrain, puisque tu parlais, Cédric, de ICES, qui est donc un espace de travail, on va dire, intermédiaire, qui permet de gérer ensuite les passerelles entre ce qui est lié au tournage et à la post-prod et à la livraison ensuite suivant les types d'écran. Mais aujourd'hui on se rend compte que c'est assez peu utilisé. Quels sont les freins? Est-ce qu'on peut en dire deux mots? Et les solutions intermédiaires, donc tu en as cité aussi, comment on travaille avec ces outils, Linecraft et autres? Alors au niveau de l'ICES, le frein c'est que le développement n'est pas encore terminé, c'est la version 0.7 qui est en ce moment implémentée dans les logiciels. Il y a encore quelques petits problèmes à droite à gauche, on va dire dans les implémentations et même dans le concept lui-même. Par exemple, quand on veut l'utiliser dans un contexte animation ou certains VFX avec de l'intégration infographique, il y a encore quelques petits problèmes. La version 1 devrait sortir en début d'année prochaine, donc il y a encore beaucoup de travail à fournir. Il va falloir aussi l'intégrer, c'est-à-dire qu'il va falloir former les gens, parce que ça va pas être un coup de baguette magique, ça va pas être la solution magique à tous les problèmes. Il va falloir comprendre comment ça fonctionne, comment l'implémenter dans son pipeline, parce que les implémentations dans les logiciels sont là aujourd'hui. Je pense que tous les logiciels d'étalonnage, d'effets spéciaux ont intégré le workflow ICES aujourd'hui. Alors avec des variantes aussi, parce qu'il y a plusieurs façons de le faire, même si globalement l'objectif est atteint, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on prend toutes les caméras, on arrive à les mapper dans un même espace, ça veut dire que si on filme avec toutes ces caméras la même scène, on aura une image où forcément tous les aspects texture de la caméra restent différenciés, ça ne compense pas pour ça, mais au moins la colorimétrie, je filme un pull rouge, le rouge sera mappé en théorie au même endroit dans mon espace colorimétrique de connexion. Et ensuite, tous les logiciels vont l'afficher de la même façon sur les différents, sur le même écran, j'aurai exactement le même rendu. Donc ça, c'est déjà quand même un standard très important, parce que ça veut dire que sur un projet où il y a différents prestataires, ce qui était un énorme problème du temps de DI, où il y avait des luttes par laboratoire, les laboratoires qui ne voulaient pas donner les luttes aux sociétés de post-production d'effets spéciaux. La problématique d'affichage était absolument terrible. Le traitement des scans, le traitement des différentes caméras, chaque société travaillant les signaux d'une manière différente, ça donnait des problèmes d'incohérence terribles. L'ICES, la promesse de l'ICES, c'est essentiellement ça. C'est aussi la possibilité au niveau des métadonnées, justement de dire qu'on sépare la partie
artistique, l'intention de la partie technique. Et cette intention, en plus, on laisse des données qui sont modifiables. Quand on fait une lutte, cette lutte, on ne peut pas la modifier. Et en plus, la lutte, en général, elle est destructive au niveau du traitement du signal, c'est-à-dire qu'elle introduit du bruit dans le traitement. Donc clairement, avoir des métadonnées qui vont permettre de préserver la qualité, quand on est capable de le gérer justement avec des outils qui ont une base de données qui permet même de le faire par plan. Alors après, toute la question de le faire par plan, passer du temps quand il y a tout le monde qui attend sur le tournage pour faire une couleur, est-ce que c'est vraiment judicieux. Donc ça, mais en tout cas, la promesse de l'ACES, elle est là. Le temps que ça va prendre, ça va être le temps de former les gens, d'intégrer ça dans les usages, de faire des essais. Là, clairement, aujourd'hui, il faut essayer, mais derrière, la promesse, c'est quand même d'avoir des caméras, parce qu'aujourd'hui, il y a un choix qui est difficile. On a une caméra qui enregistre plus 13 diaphes. Maintenant, il faut trouver un moyen. C'est de plus en plus difficile, aussi bien pour l'étalonneur dans une timeline avec les deux caméras l'une derrière l'autre, que pour quelqu'un qui fait du compositing avec deux plans de sources différentes. Aujourd'hui, le matching entre les différentes sources, c'est devenu quelque chose de très très, très compliqué, parce qu'on capture vraiment beaucoup d'informations. Donc la promesse de l'ACES, elle est là. Avoir la partie technique et artistique gérée d'une manière plus globale. Oui, justement, j'avais demandé à Léonard ce qu'il pense de l'ACES et Cédric parlait de temps, comme on a de moins en moins de temps sur les tournages. Donc oui, comment... oui, je pense. Enfin, on perd pas du temps à faire une lutte sur un plateau, c'est pas le but, ou faire un look sur un plateau. C'est la personne qui est aux machines peut passer du temps, mais ça ne doit pas en tout cas ralentir le tournage. Mais l'ACES, non, super, génial, l'ACES, ce sera un monde merveilleux, et j'attends ça. Mais il y aura encore une donnée, c'est que personne ne regarde l'image sur un même afficheur. Et il y a le vaste univers du monitoring. Et là, chaque fois, c'est un cauchemar. C'est-à-dire qu'on va avoir plusieurs moniteurs déjà sur un film. Alors on s'arrange pour prendre la même marque, le même modèle. On les calibre avec des sondes ou on les amène au labo pour que ce soit fait de façon à ce que ce soit tout nickel. On fabrique des délices avec le look et tout, on regarde, ouais, c'est bien le look et tout, on le met, ça passe super. On file ça au réalisateur qui le regarde sur son MacBook ou sur son écran à la maison, qui n'a absolument rien à voir, qui est complètement saturé. Donc il y a tout il faut bien penser à vérifier que tout le monde. Alors par exemple, on prend si le réalisateur regarde des rushs sur son MacBook, on lui prend son MacBook et on tente au moins de lui calibrer un petit peu son truc, que ce soit regardable. On s'assure en tout cas que partout où les gens voient l'image, ils sont à peu près dans l'espace couleur qu'on a imaginé au départ. Voilà, donc ça, c'est une gestion globale, que tout le monde voit la même chose et qu'on soit bien d'accord. Est-ce que c'est pas une tendance d'ailleurs est-ce qu'il va pas falloir justement trouver des outils de calibration encore plus poussés, parce que le partage des rushs va être quelque chose qui va se faire développer de plus en plus, j'imagine, avec des risques différents. Est-ce que justement on vous demande de plus en plus est-ce que le rituel de visualisation des rushs finalement est ça change. Complètement. Ce serait super d'ailleurs de refaire des projections de rush le soir, parce que maintenant il y a les moyens technologiques, c'est-à-dire qu'on a des super vidéoprojecteurs de super qualité pour pas cher, et on pourrait faire comme à l'époque une petite salle de projo avec un petit écran et faire des projections de rush le soir. Mais plus personne fait ça, parce que d'abord les gens tournent, ils bossent, et en gros peut-être ils n'ont plus le temps ou ils n'ont plus l'habitude de le faire. Mais effectivement, il y a plein de moyens de regarder l'image maintenant, quoi. C'est-à-dire que plusieurs personnes sur le plateau peuvent avoir accès à l'image, peuvent avoir accès en Wi-Fi sur un iPad ou même sur un iPhone ou sur différents types de moniteurs où ils peuvent le regarder. On peut faire du streaming. Enfin, donc il y a effectivement des dizaines de solutions de visionnage, de prévisualisation ou de visionnage des rushs ou du tournage en live qui sont possibles. Et du coup, ça multiplie effectivement les problèmes de calibration et de cohérence. Mais quand je vous entends, on arrive à un niveau, enfin après je passerai la parole à la salle pour des questions, de contradiction, puisque on peut développer presque chaque plan différemment, donc avec vraiment des possibilités très très poussées, et en même temps sans avoir la possibilité de visionner de la même manière chacun pour prendre des décisions artistiques. Oui, c'est le problème de la technologie de notre époque. Il y a plein de solutions, il y a trop de solutions, c'est toujours, mais comme en software et comme en hardware. Regardez en software de prévis on-set, il y a 4 ans, il y avait en gros un fournisseur peut-être, ou deux.
Là maintenant il y en a 12 et ils font des upgrades tous les 6 mois et ils sortent des nouvelles options tous les 6 mois et c'est comme ça. Vous allez au supermarché et il y a 40 paquets de marques de jambon. Pourquoi 40 c'est la société qui veut ça. Je pense pas qu'il y ait une volonté commerciale de bien des sociétés qui travaillent et dont c'est le business. Et forcément, il y a de plus en plus de choix et il faut faire des choix. Et c'est de plus en plus difficile. Quelle est la philosophie de Firefly d'ailleurs sur cette question? Moi, je voulais rebondir sur ta question par rapport à la calibration. On n'est effectivement pas dans un monde idéal et effectivement il y a plusieurs devices pour voir nos rushs, etc. Et donc évidemment on va avoir un certain nombre d'erreurs. Il faut quand même remettre ça dans la perspective quasi historique. On n'a jamais été aussi bien non plus. C'est-à-dire que si on reprend, c'est la première fois où on arrive à voir des rushs, où tout le monde arrive à avoir des rushs dans un délai relativement court, dans un espace colorimétrique, enfin dans une colorimétrie qui n'est pas si mauvaise que ça, c'est-à-dire que et qui est gérable. Et donc il faut quand même se souvenir qu'il y a moins de 10 ans, la seule image qu'on voyait sur un plateau, c'était sur un combo noir et blanc. Que les rushs, on les voyait à H+24 parce qu'il y avait des feignants dans les laboratoires. on voyait des images au mieux en H+24. Et en plus, qui était étalonné sur un télécinéma qui n'avait absolument rien à voir en termes de colorimétrie à ce qu'on était capable de faire en photochimie derrière. Donc on n'a jamais été aussi bien qu'aujourd'hui. Donc il ne faut pas non plus noircir le tableau. Il y a ACES arrive. ACES, je pense que le problème, ça va surtout être l'acceptation des outils ACES par les étalonneurs. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui va bloquer, c'est ça. Je pense que d'un point de vue technique, on est en 0.7, mais ça marche, ça fonctionne. Je pense que le vrai problème, ça va être de donner aux étalonneurs un signal qu'ils n'ont pas l'habitude, avec lequel ils n'ont pas l'habitude de travailler. Mais moi, je trouve qu'on est plutôt mieux aujourd'hui qu'on n'a jamais été. J'ai profité que dans la salle, il y a quand même des spécialistes éminents de la post-production pour leur demander s'ils ont des questions à poser au panel ou des réflexions d'ailleurs par rapport à ce qu'on vient de se dire. C'était juste peut-être une question, vous n'avez pas parlé en fait de la continuation vers la post-prod. Vous avez beaucoup parlé des métadonnées sur le tournage, etc., mais donner un exemple de comment on gère ces métadonnées une fois arrivé à l'étalonnage, parce que arrivant en post-prod et l'étalonnage final, si on repart de zéro, c'est un peu bête si on a eu des travail artistique fait sur le tournage. Donc c'est une différence. Si tu veux, moi, là je vais vendre un peu ma sauce, c'est-à-dire qu'en fait, nous, Firefly, on a eu la volonté dès le départ d'avoir une chaîne, une offre logicielle qui adresse toutes les problématiques, me semble-t-il, c'est-à-dire à la fois du live grading sur le plateau, live grading avec donc des métadonnées qui sont sauvées dans une base de données. Au moment où on va faire le backup des rushs, on va aller réappliquer automatiquement, réellement automatiquement, le look, et non pas simplement la lutte, mais le look qui a été fait au tournage, on va le réappliquer. C'est ce look-là, modifié ou non par le DIT et le chef opérateur qui sera appliqué sur les rushs qui seront envoyés au montage. C'est sauvegardé dans une base de données. On a un troisième logiciel qui est le FireCloud, qui est le logiciel de post-production, qui lui, dès la conformation et dès l'import des nouveaux médias, va automatiquement appliquer le look qui avait été décidé sur le tournage. Donc on va dire que nous, on a effectivement au sein de Firefly la chaîne complète. Néanmoins, évidemment, aujourd'hui, il y a plus d'une centaine de films qui ont utilisé nos solutions sur du on-set. Il n'y a pas 100 films qui ont été post-produits par du Firefly. Donc derrière, il va falloir évidemment envoyer toutes ces métadonnées vers la post-prod. Et là, le fichier d'échange, ça pourrait être la CDL. Sachant que ça fonctionne comme tu le disais, mais c'est quand même assez limité en termes de choix artistique. Reste après la lutte 3D et donc nous on va aujourd'hui systématiquement, dès qu'on ingeste un plan dans notre système au moment du rush, automatiquement sauvegarder les métadonnées qui vont être compatibles avec Baselight, Lustre, Nucoda, tous les systèmes d'étalonnage qu'on peut rencontrer. Se pose évidemment, là encore, le problème de la calibration. Je voulais juste apporter une petite précision. Les looks et les luttes qui sont fabriqués sur le plateau sont destinés au développement des rushs, des dailies pour le réalisateur et pour les gens qui travaillent sur le film. Il ne s'agit pas de look
ça peut servir, on va dire, de bloc-notes pour l'étalonnage final, mais en aucun cas, ce genre de... peut-être très rarement, mais pas à ma connaissance, ces luttes seront utilisées lors de l'étalonnage final. Lors de l'étalonnage final, le chef-op avec l'étalonneur, il sait ce qu'il veut et ils vont repartir du log ou du raw et ils vont refaire leur image, mais voilà, au mieux ça sert de bloc-notes. Il s'agit de... c'est pendant le process de fabrication, pas pour la finalisation. Je vais dire rapidement là-dessus parce qu'en fait, si on revient au bon vieux process du film, comme je disais au début, on pourrait très bien imaginer revenir, parce que la grosse difficulté c'est que ces looks effectivement correspondent à une vision développée. Alors il y a artistiquement quelque chose de très intéressant parce qu'on est dans le moment du tournage, on a une idée, on est dans l'instant, il y a quelque chose d'intéressant. Par contre le développement d'un look tel qu'il se faisait en film, en amont, c'est-à-dire avant le film, sur des tests caméras et avoir ce look qui est ensuite répliqué avec justement les outils de prévisualisation par le DIT, mais suite à une discussion qui a été faite avec l'étalonneur senior dans la chaîne, ça évite aussi d'avoir des situations. On a eu beaucoup de situations en VI. Philippe décrivait très bien les problèmes qu'il y avait à l'époque avec le télécinéma. On avait un système qui faisait une colorimétrie qui était très particulière, sauf que le réalisateur se retrouvait bloqué dans ce look et après demandait, qui était potentiellement fait par un stagiaire au rush entre 2 et 3 heures du matin, et après on demandait à l'étalonneur senior à la fin de refaire ce look parce que le chef-op s'était habitué au look du stagiaire. Il y a un moment, il faut dans les chaînes de décision, il faut remettre et c'est d'où l'important justement au niveau des DIT d'être impliqué suffisamment tôt dans la discussion avec l'étalonneur, dans la discussion avec les post-producteurs pour pouvoir prendre justement qu'on évite de jeter la CDL ou les luttes qui sont faites juste pour les rushs et ensuite de tout reprendre, c'est un petit peu dommage parce que du coup il y a quand même un travail supplémentaire. Si on pouvait avoir une meilleure continuité, ce serait plus intéressant. D'accord, mais je pense pas que ce soit réaliste parce qu'un chef-op et un réalisateur regardent une image d'une certaine façon pendant le tournage. Effectivement, de le préparer c'est bien, mais à l'arrivée à chaque fois c'est pas la même chose. Une fois que le film est monté et tout, ils ont plus la même vision. Et du coup, je pense voilà, en tant que bloc-notes c'est utile, mais voilà, c'est juste un petit post-it. Ah tiens, comment ça ressemblait ce qu'on avait fait? Ok, c'était ça, ouais. Mais ils repartent toujours, ils sont toujours en création. Donc je pense. Ce serait bien, mais... Bonjour. Excusez-moi, je me pose la question, est-ce que c'est pas un peu beaucoup pour faire juste du rush? C'est-à-dire, on a des caméras qui enregistrent en RAW, qui font du 4K, c'est formidable, on n'a jamais eu une aussi belle image sur le plateau. Mais si c'est pour si c'est pour se retrouver avec 300 luttes au rush, se retrouver avec un truc ingérable et au final tout refaire en étalonnage, est-ce que le chef-op il a pas mieux à faire sur le tournage que de passer 1 heure tous les matins à refaire ses rushs? Parce qu'a priori il va préparer sa journée quand même. Donc maintenant je me demande, c'est très bien, hein, on peut faire plein de choses, mais est-ce qu'on va pas un peu trop loin par rapport... Non mais si vous voulez, parce que on se retrouve avec des proxys qui sont faits en labo, qui sont 9 fois sur 10, il faut les refaire. Enfin moi je travaille en post-prod et 9 fois sur 10, les proxys il faut les refaire, ils ont été faits sur le plateau, il n'y a pas de real ID, le TC va pas, c'est pas synchro avec le TC son, etc. Donc faire une lutte par plan c'est très bien, mais est-ce qu'il ne faut pas recommencer par refaire des process qui sont plus clairs et qui permettent de mieux travailler? Je suis entièrement d'accord, et normalement, lorsque les rushs lorsque les délices sont fabriqués sur le plateau, normalement elles sont fabriquées nickel. Donc effectivement après il y a aussi... Mais je suis d'accord avec toi, et c'est le problème, je pense, c'est parce qu'il y a ça, ça vient de la connaissance des productions. À propos de ce poste, c'est-à-dire qu'en fait ça rentre dans les mœurs depuis, ça fait 10 ans hein, qu'on est là quand même, ça commence à rentrer dans les mœurs. Moi, pour ne rien vous cacher, chaque premier rendez-vous avec un directeur de prod, ça commence par, je demande à lui, hein, bon, explique-moi qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu vas me coûter des ronds en plus, et qu'est-ce que tu fais? Et voilà, alors il faudrait expliquer à chaque fois. Et en général, les productions, alors soit ça vient du chef-op qui a imposé ça, soit ce sont des productions qui ont eu des gros problèmes, genre on perd une journée de tournage ou 1 heure de rush ou un truc comme ça. Et là, tout d'un coup, on va prendre un DIT et ça va bien se passer, et on va prendre un gars pro et ça va bien se passer. Donc après, ensuite, pour répondre à la question du processing des images en termes de chroma et tous les luttes, le chef-op passe pas 1 heure tous les matins il perd pas de temps avec ça.
Enfin, après, il y a des grands malades de ça qui peuvent effectivement ralentir le tournage. On en connaît, mais d'une façon générale, c'est assez transparent sur le temps de travail sur le plateau. Mais est-ce que c'est pas le RAW sur sa généralisation? Enfin, à vous entendre d'ailleurs, on a l'impression que c'est largement utilisé. Je ne sais pas si dans la salle tout le monde est familiarisé avec cet outil déjà. Enfin, est-ce que beaucoup de gens utilisent peut-être encore des codecs plutôt que le principe du RAW? Ça mériterait un sondage peut-être d'ailleurs. Mais en tout cas, est-ce que c'est pas ça qui a complexifié aussi cette étape et qui fait que tout le monde n'est pas encore familiarisé et c'est pour ralentir le process du coup. Même quand on n'est pas en RAW, aujourd'hui toutes les caméras qui ont des codecs, genre que ce soit les Sony, les Canon, les Arri, du Arri Log-C, du Sony S-Log, tout ça, ça reste des choses qui capturent plus de dynamique, donc qui exigent d'avoir un traitement colorimétrique. Alors peut-être pas autant que le RAW, mais en tout cas largement assez pour que ça devienne un problème. Donc le problème est aussi valide à partir du moment où on ne capture pas dans l'espace de livraison, c'est-à-dire traditionnellement ce que vous faites avec votre téléphone, ça capture dans l'espace de livraison, c'est-à-dire que vous voyez ce que vous capturez, c'est ce que vous livrez à la fin. Si on fabrique une image, ça va arriver des caméras numériques, au départ c'était des caméras vidéo, des caméras news, donc elles capturaient dans l'espace de livraison. Là on a des caméras qui capturent plus, donc il faut gérer cette colorimétrie, donc il y a une partie technique, une partie intention, et c'est ça qui pose le problème, c'est décorrélé de la méthode d'enregistrement. Oui, je voulais juste revenir très rapidement à un point qui me semble très important, qu'on a évoqué tout à l'heure et qui répond aussi en partie à la remarque qui vient d'être faite, c'est-à-dire que quand on parle des problèmes de prévisualisation qui sont malheureusement, c'est-à-dire que quand le chef-op ou la prod voit ses rushs, voit le résultat sur son PC, son Mac, un iPad, son iPhone, peu importe, on s'en fout, puisque maintenant aujourd'hui c'est à peu près tout et n'importe quoi. Il ne faut pas oublier quelque chose quand tu disais est-ce que la calibration ne doit pas faire un effort supplémentaire, etc. Je pense qu'il ne faut pas oublier que tout ça s'inscrit quand même dans un modèle professionnel. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et ça rejoint le rôle tout autant des fabricants ou comme Cédric peut le faire avec WorkFlow, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une incidence, et je pense que la dématérialisation de tous ces fichiers numériques nous oblige, ça paraît beaucoup plus facile, en gros on pourrait se dire on peut faire n'importe quoi, c'est-à-dire aussi on peut travailler tout à fait son lutte. Moi je peux faire une image, je ne suis pas chef opérateur, donnez-moi une caméra, je vous fais une belle image. En RAW, je vais être à peu près bon, je sais que je peux récupérer derrière la poste. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on travaille? Je ne crois pas. L'objectif, c'est bien d'être inscrit à l'intérieur d'un projet avec un certain nombre de choix dans un cadre professionnel. Et ce cadre professionnel, il va jusqu'au fait, à un moment donné, de devoir expliquer à des gens que non seulement préparer des fichiers pour qu'a priori, comme disait Léonard, ils puissent être visualisés plus ou moins bien sur en tout cas un certain nombre d'interfaces grand public, mais surtout elles doivent s'inscrire dans une visualisation qui est une visualisation professionnelle. Ça, il ne faut pas perdre cet aspect-là de vue. Et de la même manière à la question, est-ce qu'on ne se prend pas la tête, est-ce que c'est pas trop, je veux dire, des tournages qui génèrent 300 luttes, je pense qu'il y a un problème. D'accord ça arrive malheureusement souvent. La question n'est pas là, et c'est extrêmement important aujourd'hui d'être conscient qu'on parle d'espace colorimétrique, on parle de continuité dans une chaîne. Encore une fois, le fait de passer sur des fichiers oblige à une rigueur qui est probablement beaucoup plus importante qu'elle ne l'était à l'origine. Et je pense qu'il y a une très grande confusion de la part des gens qui pensent que justement c'est facile, n'importe quelle caméra, n'importe qui peut faire une image aujourd'hui, mais n'importe qui ne peut pas amener... Non, mais c'est pas une critique, hein. Vraiment j'extrapole de manière générale, mais en tout cas n'importe qui n'est pas en capacité d'amener une intention artistique dans un cadre technique totalement maîtrisé du début à la fin. Et ça c'est très très important de comprendre parce que c'est là où on rencontre majoritairement les problèmes. Donc les 6 aujourd'hui c'est pas la panacée forcément parce qu'encore une fois les cas de figure ne sont pas les mêmes, les utilisations de l'image en cours de tournage, en cours de post-prod ne sont pas les mêmes, il y a des spécificités pour le plateau, pour les trucages, etc., etc. Donc encore une fois, il faut aussi remettre les choses dans un contexte global, général et surtout professionnel.
les possibilités sont infinies et on offre plus de possibilités, donc c'est d'autant plus de possibilités de se tromper et de faire n'importe quoi. Donc après, ça demande effectivement d'avoir une compréhension. Cette compréhension, aujourd'hui, ce que disait Léonard, ça bouge très très vite. On a des nouvelles caméras, des nouveaux codecs, des nouveaux modes qui arrivent tous les 3 mois dans les logiciels, de nouvelles options. On ne peut pas exiger tous les intervenants de la chaîne de connaître toutes ces options à toutes les étapes de la chaîne. Donc il y a un moment, pouvoir s'appuyer sur des standards, sur des manières de fonctionner, que ce soit ici ou même on peut très bien fonctionner. Je parlais tout à l'heure, le Workflow CDL, il fonctionnait très très bien en 2007 avec toute une panoplie d'outils. Aujourd'hui, il est implémenté dans quasiment tous les outils du marché aussi, mais on peut le faire marcher uniquement si on sait comment ça fonctionne. Et aujourd'hui, cette connaissance-là, elle est très très peu répandue. À chaque fois que je donne des formations, que ce soit des DIT, des VFX, des étalonneurs, il y a plein de gens qui ne savent même pas que ça existe. Qui ne savent pas comment l'implémenter, et même quand ils essayent de l'implémenter, ça ne fonctionne pas parce qu'il faut comprendre dans quel contexte ça a été fait. Il faut avoir vraiment, encore une fois, c'est ce que tu décris très bien, cette vision globale de la chaîne. Oui, c'est un petit fichier, on l'a mis là, est-ce qu'on l'a mis là, est-ce qu'on l'a mis là, comment il a été généré, dans quel contexte, espace de travail, espace de monitoring, espace de capture, toutes ces choses-là, si on ne les maîtrise pas, si c'est pas documenté. Il y a le travail de documentation aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, et ça justement dans les outils de base de données, tout ce qui est métadonnées, il y a les métadonnées de la caméra. Mais bien au-delà de ça, il y a des métadonnées techniques qui vont être les espaces de travail, choses comme ça, qu'il faut pouvoir faire passer justement dans les opportunités dans les outils orientés cloud et tout ça. C'est aussi pouvoir faire passer un maximum d'informations pour décrire le process, parce que si on met quelque chose à un endroit mais on ne sait pas où il est, quand on doit le remettre au même endroit, tout simplement on n'est pas capable de le faire. Ok, il y a une description effectivement précise, mais dans ce que disait Juan Martin, il y avait aussi le fait d'avoir des personnes référentes sur l'ensemble de la chaîne par rapport au rendu d'une caméra, parce que, indépendamment des standards, il n'y a pas de standardisation, chaque caméra est presque ce qui était une pellicule auparavant. Il y a un problème de avec un connaissance. rendu spécifique, il faut de toute façon voir sur un écran. Pour ça, je parlais tout à l'heure de ritualisation un peu de la visu avec des personnes référentes qui accompagnent le directeur photo. C'est-à-dire que comme ça bouge très vite, la difficulté pour apprendre et vraiment maîtriser les nouveaux outils, ça devient impossible. Et du coup, l'influence du marketing Jean-Yves n'est pas là pour parler de sa caméra, mais à toutes les étapes, font que les décisions se prennent souvent sans faire malheureusement suffisamment de tests avant d'attaquer, et ça peut créer des... Il y a aussi une course à l'échalote technologique, c'est-à-dire que tous les 6 mois, il sort un nouveau capteur à 6K, 8K, et tout le monde veut le dernier truc qui est sorti, tout le monde veut tourner en 6K ou en 8K en RAW. Et sauf qu'il faut réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'on fait, quel film on fait, et quels moyens on a, et est-ce que ça implique. C'est important. Est-ce qu'il y a encore il y a le temps pour quelques questions, une ou deux questions, si vous en avez dans le public? Parce que là, on a beaucoup parlé plutôt de la chaîne cinéma, mais au niveau de la fiction télé ou du documentaire, vous êtes confronté au même problème, sachant que là, pour le coup, je ne sais pas si peut-être avec les boîtiers numériques, l'euro est maintenant quelque chose d'assez répandu, mais c'est pas le seul problème. De toute façon, il y a de la dynamique, comme tu disais très bien. Donc ces questions-là, elles se posent aussi. Comment on les règle au niveau de ce qui est intéressant, par exemple, sur les captations UHD en test, aujourd'hui, les gens utilisent des Sony F55, qui sont des caméras qui vont être utilisées aussi bien aujourd'hui pour du sport que pour du cinéma, que pour de la série télé. Et aujourd'hui, en broadcast, avec l'arrivée de l'UHD, arrive le Rec 2020, qui est un nouvel espace colorimétrique de livraison, qu'aujourd'hui, aucune technologie ne s'est affichée. Donc, le broadcast va commencer à souffrir les problèmes de color management qu'on connaît bien depuis une quinzaine d'années en cinéma numérique. Ça y est, maintenant c'est complètement généralisé, mais ce que décrivait très bien Juan, aujourd'hui il y a plein de technologies d'affichage, plein de technologies de capture, plus les livrables. C'est-à-dire que la combinaison de toutes ces choses-là ensemble, c'est un niveau de complexité qui est... c'est-à-dire qu'il y a eu vraiment en termes de compétences, la compétence a suivi la complexité, c'est-à-dire que en 2000, arrivé, il y avait le SDI, la plupart des machines n'avaient même plus besoin d'un câble de Genlock, donc n'importe qui, moi à l'époque j'installais des Flames, les gens débarrassaient les oscillos, ils ne savaient même plus à quoi ça servait de toute façon, on mettait le magnétoscope, ça marchait tout seul,
parce que, alors qu'avant, il fallait phaser en analogique, il fallait phaser les signaux. Là, on revient à un niveau de complexité tel qu'il était dans les années 80, mais on n'a plus la compétence pour l'appréhender. Donc ça, c'est là où c'est un petit peu difficile. Juste pour compléter ce que tu dis, pour avoir entendu des discussions entre les fabricants de téléviseurs, aujourd'hui, il y a un véritable enjeu justement à dépasser le REC 709, et là, chacun a son traitement particulier. On est encore loin d'une standardisation des displays grand public. Alors, au niveau professionnel, enfin, je pense qu'il va falloir quelques années. Officiellement, il y a le BT1886 qui est censé régler ça. Après, le problème, c'est que les marchands de télé, ce qu'ils veulent, c'est faire plus de couleurs parce que c'est ça qu'ils vendent. Donc après, c'est la lutte entre le beau et le bon, l'esthétique. Rappelons les Grecs, enfin, c'est dur. Je pense que les broadcasters ont probablement... on peut leur faire confiance pour normaliser tout ça, ce qui n'est pas le cas de l'industrie du cinéma où on a toujours été des artistes. Donc je pense qu'il y aura sur les prochains mois, il y a effectivement une période de flou, mais je pense qu'effectivement quand on va réellement attaquer la production de masse dans ces espaces colorimétriques, je pense que tout sera figé. Chose que nous, dans le cinéma, rien n'a jamais été figé. Et ici, ils en parlent depuis des années. On n'est toujours pas en version finale. Et quand on sera en version finale, on se rendra probablement compte qu'on n'a pas répondu à toutes les questions. Donc voilà, je pense que les broadcasters et les fabricants ne prendront pas le risque de se lancer sans avoir mis tout clairement sur un papier. Donc je pense qu'on n'aura pas cette problématique-là dans quelques années, dans quelques mois avec eux. Ensemble. Et Léonard, vous travaillez aussi sur des productions télé, vous avez constaté des... Assez peu. J'ai travaillé sur un documentaire cette année, mais c'était un gros documentaire, et du coup je traitais les rushs sur le plateau, et on était à l'étranger en campement, et donc il s'agissait de traiter des terras et des terras chaque jour au groupe électrogène sous la tente. Donc c'était un autre... mais en fiction, je sais plus trop bien du coup comment ça se passe. Enfin, en général, c'est le second qui va faire les copies vite fait sur un MacBook dans un coin. Et c'est à peu près ça. Hein. Ça commence à bouger. Ouais. Parce que c'est toujours pareil. C'est toujours les productions ont du mal à se dire il faut quelqu'un à ce poste. Jusqu'à ce qu'il y ait un problème. Et là, enfin, il y a quelqu'un au poste et ça se passe bien. Ouais, voilà. Alors, la profession a quand même essayé d'anticiper ça au travers des recommandations CST. En tout cas, il y en a une qui édicte un certain nombre de bonnes pratiques justement pour sécuriser. Il y a aussi la DIT, l'association des DIT, où on a mis sur Internet les façons de travailler, enfin ce qu'on estime être correct vis-à-vis d'une production, vis-à-vis des assurances et vis-à-vis de la responsabilité qu'engendre ce travail. Oui, très très rapidement, pour vous faire part de ma propre expérience, pour vous dire qu'en téléfilm, enfin en métrage bien sûr, mais en téléfilm, les technologies, ces types de technologies sont utilisées très très largement et puis déjà depuis plusieurs années, relativement bien maîtrisées. C'est un contexte différent de celui du cinéma, donc avec peut-être... Enfin, j'allais dire, il y a beaucoup de rigueur dans le cinéma, je ne sais pas ce que je veux dire, mais peut-être avec une rigueur différente parce qu'elle est plus dans un contexte entre guillemets industriel de production. Donc les choix sont plus serrés, on a moins de temps pour les faire. Il faut comment dirais-je, aller plus à l'essentiel, plus rapidement. Mais en tout cas, ce sont des choses qui sont utilisées maintenant très 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 régulièrement et puis déjà depuis quand même un certain temps. Ouais, voilà, mais il s'agit d'un backup et hop, on envoie tout. On travaille rien sur le plateau. Voilà. Il y a pas, voilà, c'est vraiment le labo qui prend en charge toute la fabrication des délices et le traitement des rushs. Il s'agit juste d'une copie sécurisée qu'on envoie au labo. Voilà. Très bien, on arrive au terme de cette conférence. Merci. Merci aux panélistes, merci au public.